Les concertateurs ont approuvé ce jour les recommandations des thématiques en plénière plurielle. Les Congolais attendent les vivre dans la vie de tous les jours. Pour Kampala, François Mwamba rassure, aucun centimètre de la RDC ni sa souveraineté ne seront bradés. Antenne A, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Antenne A. Ce journal reçoit pour vous le professeur Dindo Gaston, qui lui est le coordonnateur de l'opposition extra-parlementaire. Bonsoir. Nous le recevons ici en sa qualité de concertateur justement pour le compte de l'opposition. Mais d'abord, il s'est tenu aujourd'hui, jeudi 3 octobre 2013, la plénière de tous les délégués concertateurs dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Les unes après les autres, les 5 thématiques ont exposé sur la longue série de recommandations retenues. Suivez ces commentaires de Sylvain Kapombobo Sengele sous les images de Blaise Lunda. Les délégués concertateurs ont validé jeudi 3 octobre en plénière les recommandations formulées dans chacune des 5 thématiques retenues. Comme convenu, le consensus est resté le seul mot d'adoption. Il faut organiser les élections municipales, urbaines et locales. Commencer par les élections locales, municipales et urbaines, ça aura aussi quand même une conséquence parce que ça retarde les élections provinciales et sénatoriales. Et ça continue à grandir le cap pour la fin du mandat de ces institutions. Mais si c'est un choix, je crois qu'il faudra assumer et peut-être ça va régler aussi d'autres problèmes pour régulariser le cycle des élections. Il faut aussi reconnaître qu'on n'a jamais organisé les élections locales, municipales et urbaines depuis qu'on a repris le cycle électoral, donc depuis la transition. Cette recommandation concerne également les assemblées provinciales, les gouvernorats. Le mandat du Sénat est de 5 ans. Donc, je crois qu'il faut concilier les deux. Si le deuxième alinéa nous couvre, mais le premier nous condamne quelque part, parce que c'est quand même 5 ans. Donc, je crois qu'il faut trouver une formule. C'est le cas pour les gouverneurs, c'est le cas pour les assemblées provinciales. Par-dessus, tout bien réfléchir et bien dire ne sont rien sans bien faire. Les Congolais veulent la paix et une cohésion nationale vivable. Il faut dire que de toutes les 5 thématiques retenues, une seule n'a pas pu exposer. Professeur, pourquoi? C'est la thématique en rapport avec l'économie. Je crois qu'il y a eu un problème technique. Ils ont produit d'abord un texte qui était juste un résumé, une synthèse de synthèse, raison pour laquelle ils ont estimé qu'il fallait mettre à la disposition de tous les concertateurs un texte beaucoup plus élaboré, beaucoup plus approfondi avec les recommandations. Et ils ont fait savoir au président que ces textes seraient disponibles plus tard. Nous avons reçu ces textes vers la fin de la séance, c'est la raison pour laquelle on a mis l'exposé de ces textes et son adoption à demain. Demain, vendredi. Et justement, de plus en plus, on commence d'ailleurs à donner déjà un peu raison à Léon Kengouadondo qui, déjà en amont, parlait d'un gouvernement d'union nationale éventuellement. Aujourd'hui, plusieurs personnes en ont parlé. Vous, au niveau de l'opposition, vous avez jasé, vous avez beaucoup parlé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites? Dans ce que je veux dire là, c'est à titre personnel, ça n'engage pas cette opposition. À mon avis, il est tout à fait logique que les recommandations qui émanent de ces concertations nationales soient mises en application par un gouvernement qui serait en application de ces concertations nationales. Nous avons, dans tout le groupe thématique, nous avons élaboré plusieurs recommandations et nos états de lieu déjà ont la mauvaise gouvernance et la mauvaise gouvernance politique, la mauvaise gouvernance économique, la mauvaise gouvernance administrative comme des conflits que le gouvernement actuel de Premier ministre n'arrive pas à gérer. Et nous avons recommandé qu'il y ait des réformes beaucoup plus approfondies et nous pensons que c'est seulement le gouvernement issu de ces concertations nationales qui est issu des groupes thématiques et des personnalités qui ont formulé ces recommandations pourrait prendre à bras le corps ces derniers dans ces recommandations afin de les mettre en application pour le bien-être de tout le monde. Mais professeur, au sein de l'opinion, il y a eu une appréhension quand même grave. Les gens craignaient que l'on puisse toucher à la Constitution. Ça, c'est un acquis. Rien n'a été touché. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait énormément plaisir parce que je suis allé à ces concertations
constitution avec en tête ces principes. On ne devrait pas toucher à la constitution. Et le protagoniste, les détracteurs des concertations nous ont prêté l'occasion d'être allés accompagner la majorité dans la révision constitutionnelle, ce qui n'était pas le cas. Je crois que là, ils peuvent nous féliciter. Nous avons tenu mon église pour ne puisse pas toucher à un seul mot de la Constitution. Et c'était même la promesse du chef de l'État que la Constitution ne sera pas touchée. On va y revenir. Puisque nous parlons de différentes recommandations, sachez qu'on a été aussi, vous vous êtes mis d'accord que l'on devra commencer avec les élections au niveau local, municipal et urbain. Et justement, le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Moukoko Samba, a reçu en audience mercredi 2 octobre 2013 dans ses bureaux à la Gombe une délégation de la mission d'évaluation des Nations Unies pour la préparation des élections en République démocratique du Congo. Cette équipe, conduite par M. Ali Diabaté, s'est exercée à scruter avec l'autorité les étapes de préparation des élections déjà franchies par l'actuel CENI. Suivez ces commentaires de Afrika Mujinga et Sylvain Kapombo Bosengele. Le déploiement de cette mission qui doit prendre fin le 4 octobre prochain fait suite à la requête du gouvernement au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, le 31 juillet 2013, pour un appui électoral des Nations Unies. Au cours de cette audience, le vice-premier ministre et ministre en charge du budget, Daniel Moukoko Samba, a assuré à ses interlocuteurs que le gouvernement accorde beaucoup d'importance à l'organisation de ces élections déterminantes pour le renforcement du processus de démocratisation et décentralisation en cours. À en croire le professeur Daniel Moukoko, le projet de budget pour l'exercice 2014 prévoit un plan opérationnel et un plan de décaissement budgétaire destiné à l'organisation de ces scrutins. Le numéro 1 du budget a aussi fait savoir à ses hôtes que pour réussir ces échéances, la mise en place d'une commission tripartite qui regroupe les ministres du budget, des finances et la commission électorale nationale indépendante a été déjà décidée pour assurer la gestion du budget alloué à cette institution d'organisation des élections. Il convient de rappeler qu'en 2011, la contribution de la Commission internationale était évaluée à près de 90% du financement de ces élections. François Mwamba, coordonnateur national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013, a déclaré que le 14 jours initialement convenus pour le dernier round des négociations de Kampala n'ont pas véritablement apporté un plus, mais l'opinion RD congolaise peut se tranquilliser car la République démocratique du Congo gardera intactes ses limites de frontières. Et suivez François Mwamba au micro de Blaise Lunda. J'étais simplement en train de dire, la question était, où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de Kampala. Donc la situation, à ce stade, au niveau de Kampala, le bilan est celui que je dresse, à savoir que à ce stade, on ne peut pas dire que les choses avancent, j'ai même l'impression que les choses reculent. Mais ce que l'opinion congolaise doit comprendre, doit définitivement, intégrer, c'est que même si ça doit durer 10 ans, les fondamentaux que j'ai indiqués, du point de vue des instructions données par le président de la République, personne ne touchera au territoire, personne ne touchera à nos ressources, personne ne touchera à notre souveraineté, personne ne viendra nous distraire du point de vue de la nécessité pour construire notre armée. Maintenant, la diplomatie postule que dès lors qu'on n'est pas seul au monde, dès lors que même fort, vous avez quand même besoin des autres, lorsqu'on demande de discuter, vous discutez. Donc, si demain on nous dit d'aller à Kampala, j'ai dit oui. Je suis convaincu que le président de la République va autoriser cela. Mais ça ne sera pas pour aller discuter des choses dont je viens de parler. Ça sera pour aller répéter ce que le peuple congolais demande. Quand un match se joue en déplacement, tu ne vas pas dire, parce que ce n'est pas à la maison, je ne vais pas jouer. L'essentiel, c'est d'être une équipe capable de gagner quand ça se joue chez soi, mais de gagner aussi quand on est en déplacement. Pour Kampala, les Congolais demandent la paix, mais à l'intérieur du pays, les Congolais veulent aussi avoir le pain. Et depuis plusieurs mois, le gouvernement Matata travaille sur l'instauration de la vérité de prix de biens de consommation de masse. Le Premier ministre Matata Ponyo a à ce sujet présidé mercredi 2 octobre 2013 une réunion avec les opérateurs économiques. Jean-Louis Miasfikama.
Réunion, gouvernement, Fédération des entreprises du Congo, la primature, les séances de travail se multiplient, les décisions tombent. C'est le cas de la création du comité de suivi pour veiller à la structure des prix. Nous avons eu aussi au cours de cette réunion à évoquer la création du comité de suivi de structure des prix des biens de première nécessité. Les membres de la FEC vont nous communiquer les délégués qui vont entrer dans le comité. Une première réunion de ce comité est prévue le lundi, justement pour essayer de finaliser les structures des prix qui vont entrer en vigueur à partir du 20 octobre de cette année. Le message est reçu 5 sur 5 par les opérateurs économiques et les importateurs. Ce que le gouvernement a décidé, ce sont les conclusions des travaux ardus que les opérateurs économiques ont eu à exécuter avec les membres du gouvernement et leurs techniciens. Et en toute transparence, nous nous sommes mis d'accord par rapport aux efforts qui devaient être consentis en ce qui nous concerne. C'est vrai que du côté du gouvernement, ils ont pu prendre certaines décisions vers la baisse de certaines taxes qui étaient perçues et qui faisaient que le prix de certains produits augmentait. Et de notre côté aussi, nous avons dû argumenter sur les différentes structures que nous appliquions jusque-là. C'est ce que nous avons fait. Nous avons confirmé, pris l'engagement solennel ici devant, c'est que à partir du mois d'octobre, les prix qui vont être appliqués seront le prix consenti librement entre les opérateurs économiques et le gouvernement dans le cadre du partenariat qui existe entre les deux parties. Baisse des prix concertés, comité de suivi des prix, c'est l'architecture de la vérité des prix made in gouvernement. Professeur Gaston Dindo, là vous venez de suivre ce reportage avec le gouvernement. Vous, au niveau des concertations nationales, parce qu'il s'est agi aussi de chercher des voies et moyens pour améliorer les conditions de vie des Congolais qui pensent vivre dans la cohésion nationale. Quelles sont les grandes décisions que vous avez prises pour amener les Congolais à vivre mieux demain? En ce qui concerne notre groupe thématique, nous sommes appesantis sur les recommandations en rapport avec la situation sociale du Congolais. Je crois que le premier principe, c'est le principe de la justice sociale, de l'équité dans la répartition des ressources, des richesses et des bénéfices nationaux. Donc je crois qu'à ce niveau-là, être mis sur la redistribution et des richesses et des bénéfices, et aussi sur à travers notamment la rémunération, une bonne rémunération, à travers la prise en charge sociale, à travers la prise en charge des maladies et tout ça, et l'éducation qui ferait que effectivement tous les Congolais puissent bénéficier des richesses nationales. Mais professeur, s'il vous plaît, mais bon, les Congolais risqueront de vous dire que ça, c'est pas la première fois que toutes ces choses ont été dites. Qu'avez-vous mis en place pour que demain, l'on puisse réellement matérialiser ces propos? Donc moi, je dis tout simplement qu'il s'agit, n'est-ce pas, de mettre sur pied un gouvernement issu de ces concertations nationales, qu'on appelle ça gouvernement d'union nationale, gouvernement de large consensus ou comment, mais qui devrait s'atteler et à mettre en application ces recommandations qui devraient être traduites en programme économique, ne fût-ce que pour les 3 ans qui restent de ces quinquennats. Donc, on devrait focaliser les efforts du gouvernement sur ces questions-là, les questions des salaires, les questions de l'emploi, les questions de l'assurance maladie, les questions de l'éducation, au lieu d'éparpiller le moyen pour, je sais pas moi, des ambitions qui ne répondraient pas à la préoccupation immédiate des Congolais. Je crois que un tel gouvernement qui prendra à bras le corps ces préoccupations devrait se baser sur un programme qui lui-même serait fondé sur une justice redistributive et, comment dirais-je, une solidarité envers tous les Congolais à travers un programme économique susceptible de répondre aux problèmes de tous les Congolais. Merci professeur. Nous allons parler de la sensibilisation
hier 2 octobre à l'hôtel Invest de la Presse à Lingwala par les comités organisateurs de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Cette séance de sensibilisation vise à préparer une meilleure implication des activités qui vont accompagner la campagne. Polydor Ngaziami et Hugues Moussangilay. Le gouvernement provincial de Kinshasa, à travers la coordination nationale de lutte contre le paludisme, se prépare à distribuer les moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée à la population quinoise. Pour la ville de Kinshasa, plus de 4 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée seront distribués à raison d'une moustiquaire pour 2 personnes dans un ménage. En prévision de cette campagne qui sera exécutée par l'Association de santé familiale en collaboration avec le ministère provincial de la Santé et le Programme national de lutte contre le paludisme, les journalistes ont été sensibilisés par les organisateurs en vue de leur meilleure implication dans les différentes activités qui vont l'accompagner. L'organisation de cette activité, prévue au début du dernier trimestre de cette année, nécessite la participation et l'implication de tout le monde afin d'atteindre les objectifs assignés. Un financement du Fonds mondial a été accordé pour soutenir cette distribution gratuite des moustiquaires. Le but de cette campagne est de faire face à la malaria, maladie qui place la RDC en 2e position sur le plan mondial à cause de la mortalité qu'elle cause chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. La malaria tue. Et ce sont les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes qui sont le plus vulnérables. La distribution des moustiquaires sera soutenue par un certain nombre d'activités, notamment le recensement des ménages. Et donc, tous les ménages de la ville de Kinshasa, 24 communes, 35 zones de santé seront recensées par une équipe d'enquêteurs, plus ou moins 6500 personnes. Déjà, 4 séances de sensibilisation se sont tenues avec les officiers des FARDC et de la police, les bourgmestres, les chefs de confession religieuse et les leaders d'opinion. Pour ce qui est de la distribution, il faut retenir que plus ou moins 1000 sites sont retenus à travers Kinshasa pour le retrait dès ce vendredi 4 octobre des macarons qui conditionneront l'obtention des moustiquaires, moyen efficace et indispensable pour se protéger contre la piqûre de l'anophèle, vecteur du paludisme. Lutte contre les violences sexuelles, outre le gouvernement central, l'UNFPA et le projet PARS sont rentrés dans la danse pour accompagner la République démocratique du Congo dans ses combats. Par l'entremise du ministère de Genre, Famille et Enfants, ils ont scellé aujourd'hui, jeudi 3 octobre, un partenariat. Willy Kacha et Polydor Ngaziami. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le ministre du Genre, ce jeudi 3 octobre, que le Fonds des Nations Unies pour la population et les projets d'appui à la réhabilitation du secteur de santé ont signé un protocole d'accord sur les violences sexuelles basées sur le genre. Ce projet financé par la Banque mondiale va couvrir 84 zones de santé dans 5 provinces de la RDC. Il s'agit des provinces de Kinshasa, du Maniema, du Bandundu, de l'Équateur et du Katanga. Geneviève Inagozi s'est dite satisfaite de cet accord qui devra concourir à la prévention et à la réponse aux violences sexuelles avec leur prise en charge de qualité. Pour sa part, le coordonnateur national du PARS lui a fait part de l'importance de ces financements, soutenant ainsi l'action du gouvernement. Beaucoup d'interventions se font plus au niveau de l'Est et qu'en dehors de ces contrées, il y a la partie ouest qui est également confrontée à ce problème prioritaire qui est donc la violence basée sur le genre. C'est ainsi qu'à la demande du gouvernement, à travers le ministère des Genres et Familles, nous avions initié ce financement qui sera mis en œuvre à travers le partenariat avec l'Agence des Nations Unies qui est l'UNFPA. Avec la cérémonie de la signature de MOU entre le projet de violence basée sur le genre entre le Banque mondiale et l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Le ministre de genre nous a témoigné en termes de cette cérémonie pour la signature de MOU. Le représentant de l'INFPA, Keita Ohashi, estime plutôt que ces 10 projets vont sans doute éliminer les actes de violence sexuelle à travers la RDC. Le présent projet mis sur pied pour une durée de 8 mois.
Les chercheurs européens approuvent et attestent aujourd'hui que tout pleur de bébé ou nourrisson cache un message donné. Vous avez un bébé qui, quand il pleure, vous ne savez pas déchiffrer ce qu'il veut vous dire ou vous lancer comme message. Eh bien, quelque chose a été fait dans ce sens-là pour aider le parent. Suivez ces commentaires signés par Patricia Bassois pour en savoir plus. Tous ces pleurs ne se ressemblent pas. Au fur et à mesure que les parents apprennent à distinguer les cris de la faim, de la fatigue et de douleur. Au-delà de ces approches familiales et empiriques, des scientifiques sont en train de développer un outil qui analysera de pleurs des nouveau-nés afin de détecter certains troubles graves tels que la malnutrition, l'autisme, maladie du cri du chat, l'exposition prénatale à des drogues ou à des séquelles neurologiques. En tout, près de 80 données pertinentes sont analysées pour la fiabilité de premiers tests qui avoisine 95%. Encore au stade de développement, cet outil pourrait être utilisé dans les cliniques d'une gamme de maladies sans méthode graviste afin de permettre une prise en charge précoce. Mais avant cela, les scientifiques devront déterminer les signaux sonores caractéristiques de chaque pathologie et cela n'est pas la partie la plus simple de leur travail. 20 pays ne sont pas éligibles au programme de visa d'immigrants diversité 2015 ou Développerie 2015. C'est le cas notamment en Afrique du Nigeria. Le détail avec Mami Tambou. Pour le programme Développerie 2015, les candidats nés dans les pays suivants ne sont pas éligibles du fait que ces pays ont déjà envoyé plus de 50 000 immigrants aux États-Unis au cours de 5 dernières années. Il s'agit du Bangladesh, Brésil, Canada, de la Chine, Colombie, République dominicaine, l'Équateur, El Salvador, Haïti, Inde, Jamaïque, Mexique, Nigeria, Pakistan, Pérou, Philippines, Corée du Sud, au Royaume-Uni, à l'exception de l'Irlande du Nord et ses territoires dépendants, ainsi que le Vietnam. Quant à la République démocratique du Congo, elle est encore qualifiée au programme de visa Diversity Immigrant. Pour ce faire, les demandes formulées pour le programme DV 2015 doivent être soumises sous format électronique au site web www.dvlottery.state.gov du 1er octobre 2013 au 3 novembre de l'année en cours. Le candidat est recommandé de remplir le formulaire des demandes lui-même sans un consultant en visa, agent de visa ou un autre facilitateur qui se propose de l'aider. Dans le cas où quelqu'un d'autre s'engage à l'aider, comme par exemple dans des cybercafés, le souscripteur doit être présent au moment du remplissage afin de donner les réponses correctes aux questions et garder la page ainsi que le numéro de confirmation. Concernant les cybercafés, les ambassades américaines n'ont signé aucun contrat et déclinent toute responsabilité, signalant qu'en cas du décès d'un conjoint gagnant, la famille ne pourra plus bénéficier du voyage. Après le vent de séparation et de rébellion qui a secoué la 18e communauté évangélique de l'Alliance du Congo CAC de l'Église du Christ au Congo, la paix y est revenue grâce à l'implication de la ministre de la Justice, Mme Mumba, qui a signé un arrêté dans ce sens. Suivez ces propos recueillis par Alain Kyuka et Ange Kassa. Nous, fidèles de la 18e SCCCAC, remercions les Très-Hauts de prime abord pour la prise de l'arrêté ministériel numéro 284 du 11 septembre 2013. Arrêté que nous qualifions de précurseur de la paix au sein de notre communauté, perdu il y a de cela 3 ans. Notre gratitude s'adresse aussi à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Madame le Ministre de la Justice et des Droits humains, après étude approfondie de notre dossier, a jugé utile de favoriser un climat de paix au sein de la 18e SCCAC, qu'elle trouve ici la reconnaissance de tous les fidèles de cette Église pour l'acte de paix posé. Nous demandons également à nos frères qui n'ont pas cette lecture de revenir au bon sentiment, car l'Église est un lieu de paix et non du désordre. Et de surcroît, elle n'a pas l'image d'un parti politique, car c'est Christ qui est au centre de tout, lui qui est le prince de paix. Amen. Et c'est hier que la Ligue nationale de football a procédé au tirage au sort de 2 groupes qui vont composer ces championnats nationaux pour cette saison. La cérémonie a eu lieu à la télévision Digital Congo.
Papi Katasi Rigomulopo pour le détail. Mazembe, Lupopo, Don Bosco et Lima Makiso Dauphinois MK Intergéité, ainsi que les vainqueurs du tour qualificatif Sid Kindu dans le groupe A, Vita Club, DSMP, Sangabalende, Chikunku, Mongano, Rogelou, les vainqueurs du tour qualificatif Sid Mbandaka ainsi que celui de Kananga. Dans le groupe B, tel a été l'issue du tirage au sort de la phase de groupe de la 20e édition de la Ligue nationale de football, championnat d'élite congolais. Tenant du titre, les Corbeaux Louchoua de TP Mazembe se mettent déjà en ordre de bataille afin d'arracher les trophées. Nous prenons acte du tirage au sort tel qu'il vient d'être fait. Et nous respectons nos adversaires qui sont dans notre école d'apprentissage parce que déjà en compétition, nous osons croire que nous jouerons la finale et pour que en 2015, qu'on se retrouve encore en Champions League. Pour la Ligue nationale de football, cet événement fait partie des innovations du tout nouveau comité. Nous sommes en train de faire des choses en sorte qu'il y ait beaucoup de transparence, qu'il y ait respect des tests, qu'il y ait au fait une certaine qualité dans l'organisation du championnat que nous avons toujours estimé être championnat d'élite. Et nous pensons que nous allons faire beaucoup d'efforts pour que tout puisse se passer dans une certaine transparence. Sauf imprévu, le championnat national débute le 27 octobre prochain. À vos marques. Nous allons lire à présent la presse écrite parue ce jour avec Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir. Concertation nationale à l'ordre du jour. C'est jeudi au Palais du Peuple. La plénière de tous les enjeux renseigne le guide. L'occasion est ainsi offerte aux délégués de discuter en plénière des conclusions avant d'être remises au chef de l'État sous forme d'un rapport général de travaux. Les délégués ont-ils été à la hauteur de la mission qui leur a été confiée? C'est la grande question. De la manière dont les résolutions vont être adoptées et exécutées dépendra certes la crédibilité de ces assises largement tributaires de la transparence. L'opposition répond à l'appel de Kengo et Minaku rapportent la prospérité. Ils avaient posé une litanie des préalables dont certains ont été rencontrés. Ils notent notamment un début de description politique. Pour preuve, ils énumèrent quelques signaux positifs. Allusion faite par exemple à la levée des barrières autour de la résidence de M. Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS. Les concertations nationales tirent à leur fin quand soudain surgissent plusieurs questions, révélations et réactions qui font débat. Africa News rapporte que des événements se succèdent coïncident avec l'approche de la clôture des assises. À côté d'un gouvernement d'ouverture, l'amnistie du 1-23, il y a la gestion de l'aide européenne. Justement, les dépêches de Brazzaville reviennent sur le point de presse tenu hier mardi par Lambert Mende. La RDC réagit au rapport d'audit de la Cour de compte de l'Union européenne. Le porte-parole du gouvernement a dénoncé la tendance de la Cour de compte européenne à vouloir traîner la RDC à la barre tout en sommant ses autorités politiques à rendre compte de la mauvaise gestion de projets de développement auxquels elles n'ont jamais été associées. La RDC rejette les accusations de la Cour de compte de l'Union européenne, note aussi Forum des As. Dans la foulée, le porte-parole du gouvernement congolais a dénoncé le fait que tout se passe dans cette histoire comme si la Cour de compte européenne voulait sommer la RD Congo de rendre compte de la mauvaise gestion du projet de développement auquel nos autorités n'ont jamais été associées. Lambert Mende réagissait vigoureusement aux accusations de la Cour de compte européenne, le présentant comme étant responsable d'une mauvaise gestion systémique de l'aide accordée par l'Union européenne entre 2003 et 2011. Une aide évaluée à près de 2 milliards d'euros. Terminons cette revue de presse avec Géopolis Hebdo qui s'intéresse à la grève de blouse blanche après le médecin, les infirmiers et agents administratifs en grève. Il y a risque de contagion. Pour mettre pression sur le gouvernement de la République, comme l'a toujours fait son syndicat, digne de ses noms, afin que celui-ci accède à leurs revendications sociales et améliorer leurs conditions de travail, les infirmiers et agents des services publics de santé ont décidé à leur tour d'observer depuis le 30 septembre 2013 la grève dans les hôpitaux publics de Kinshasa, le jour choisi par le médecin affilié au Sinamed pour lever la leur. Affaire à suivre. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Et professeur, dans les couloirs au niveau du Palais du Peuple, on parle de plus en plus de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Quel serait, selon vous, le profil du prochain Premier ministre? D'abord, le gouvernement d'union nationale est une nécessité
et une émanation logique de ces concertations nationales qui aimerait que tout le monde puisse se mettre ensemble afin de restaurer la cohésion nationale et de travailler pour une nouvelle vision du Congo. Alors le Premier ministre qui devrait diriger ce gouvernement national devrait d'abord, avoir beaucoup de personnalités pour pouvoir réformer la justice. Vous savez qu'il y a un problème majeur, celui de notre justice, que le gouvernement n'arrive pas à appliquer toutes les lois qui ont été votées au Parlement pour la réforme de la justice. Le Premier ministre devrait avoir beaucoup de courage pour combattre la mafia financière qui gangrène notre économie, particulièrement dans le secteur minier. Il y a beaucoup d'opérations de blanchiment de l'argent de la mafia à travers l'exploitation minière. Troisièmement, le Premier ministre devrait être assez costaud pour combattre ce que nous avons dénoncé en ce qui concerne la question de la sécurité dans notre pays. Le détournement de fonds alloués aux forces armées, à la police et au service de sécurité. Et deux, comment dirais-je, l'utilisation de nos troupes et de notre police et de nos services de sécurité par certaines particuliers pour, comment dirais-je, pour leurs propres intérêts, notamment dans les zones minières où on voit les militaires et les hommes en uniforme en train de travailler pour certaines compagnies, certaines personnalités qui exploitent nos mines. Donc toutes ces réformes-là demande qu'on puisse avoir un gouvernement dirigé par un Premier ministre qui a une forte personnalité et qui pourrait s'engager effectivement à combattre tous ces fléaux et à faire avancer toutes ces réformes. Raison pour laquelle nous estimons que ce gouvernement ou ce Premier ministre devrait avoir les soutiens de toute la classe politique, opposition, majorité et société civile et de toute la société ou toute la population congolaise. Merci, professeur Gaston Dindo. Je rappelle aux téléspectateurs, messieurs et dames, que nous recevons pour vous Gaston Dindo, qui est le coordonnateur de l'opposition extra-parlementaire. Il est également concertateur. Et merci aussi à vous qui avez suivi ce journal. Au revoir.